Alors, bonjour à tous. Alors, on va se présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis business harmoniste. Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis business harmoniste. Jusque-là, c'est pas très créatif. Alors, puisqu'aujourd'hui, on va parler de créativité, on voudrait vous faire commencer par un petit exercice. Alors, sur cette image que vous voyez, cette image, elle va vous servir de base pour apprendre à vous présenter de manière créative. Donc, en voyant cette image, vous allez tous répondre sur le chat. Cette image, c'est moi, parce que. Donc, imaginez qu'on vous donne cette image, c'est votre carte de visite. Vous devez vous présenter avec. Alors, on va le faire toutes les deux, et chacun peut répondre dans le chat en disant cette carte, c'est moi, cette image, c'est moi parce que. Donc là, moi, cette image, c'est moi parce que il y a une multitude d'objets, d'actions et de mouvements. Et moi, j'aime le mouvement, j'aime la diversité, j'aime que les choses se croisent et s'entrecroisent, se fondent un peu, se mélangent. Et ça me correspond très bien puisque donc je fais ce métier de business harmoniste, qui est un métier où justement on va apprendre dans les entreprises à les aider à mettre plein d'éléments qui sont très divers dans un ensemble qu'on essaie de rendre cohérent, de lui donner une certaine harmonie pour que, à tous les niveaux de l'entreprise, même des identités très différentes puissent s'imbriquer et travailler bien ensemble. Et ça me correspond aussi bien parce qu'il y a de l'art dans toute cette image et que je trouve que c'est quelque chose d'important. Alors moi, je lis vos commentaires et c'est magnifique, c'est dense, c'est magique, c'est coloré, il y a une complexité harmonieuse, tout est mélangé. Certains disent c'est bordélique, oui, effectivement. Alors moi, je me reconnais aussi dans tout ça parce que c'est vraiment la vie, j'adore ces couleurs. Et puis, je vois un piano, je suis pianiste, donc ça me parle particulièrement. En tout cas, je vois que tout ça vous inspire et c'est vraiment une bonne façon de démarrer notre webinaire. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors du coup, on s'est déjà présenté. Peut-être peux-tu dire un mot, Hélène, un mot en plus sur business harmoniste. Donc business harmoniste, effectivement, c'est un nouveau métier. Comme on a vu dans ce tableau, il y a plein de choses qui se mélangent. Le business harmoniste mélange plusieurs métiers. Donc de la facilitation, de la formation, du conseil, du coaching, mais tout en un. Donc un business harmoniste est capable de faire un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises qu'on accompagne, on les aide à travailler sur leur identité forte. Donc tout comme un individu a une personnalité, une entreprise en a une aussi. Et si elle l'exprime partout, et c'est là où la créativité est très importante, alors l'entreprise fonctionne beaucoup mieux et évidemment, et c'est ça surtout qui compte pour nous, les gens dans l'entreprise sont beaucoup plus heureux. Donc business harmoniste vous aide à travailler sur la notion d'identité et surtout de cohérence. Donc ce que vous prétendez être en externe, il faut aussi le vivre en interne et réciproquement, ce que vous êtes vraiment en interne, il faut le faire savoir en externe. Merci Hélène. Alors pour démarrer en fait avec le sujet, on se dit certes la créativité, les entreprises ont vraiment besoin de mobiliser l'intelligence et la créativité de leurs collaborateurs, mais quand on parle créativité, parfois on pense innovation, invention, imagination. On ne sait pas exactement dans quel ordre placer ces termes-là. C'est pourquoi on vous a fait un petit slide sur le design thinking. Ça c'est un concept inventé par Tim Brown, le CEO de IDEO. Et en fait, la première phase, c'est l'imagination. C'est la partie rêve, mais sans problématique particulière. C'est l'imagination qui est libre. La deuxième phase, c'est la créativité, mais appliquée à une problématique, une idée nouvelle. Les deux premières phases sont des activités, on va dire, individuelles. À partir de l'invention, on passe dans une phase plus collective où on va tester l'idée à travers un prototype et puis l'innovation, là, c'est vraiment l'idée nouvelle qui devient réalité. Donc, on a vraiment deux phases qui sont plutôt individuelles et deux phases qui sont collectives. Et en fait, on va faire des allers-retours entre les deux, c'est-à-dire une fois qu'on va trouver une idée, on va pouvoir la tester à plusieurs, faire des allers-retours, mettre un prototype en place et finalement lancer une innovation. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer et se focaliser sur la partie créativité. Et écoutez, si vous êtes d'accord, on fera un prochain webinaire sur l'innovation. Alors, on va commencer du coup par comprendre, puisqu'on va parler de l'individu d'abord, on parlera aussi de l'équipe bien sûr,
comprendre d'abord d'où ça vient cette créativité. Donc la créativité, évidemment, vous le savez tous, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est-à-dire depuis qu'on est tout petit, on sait créer, c'est quelque chose effectivement d'instinctif. La créativité, en fait, c'est ce qui nous permet tout simplement de nous adapter au monde dans lequel on vit et qui est un monde évidemment qui est plein d'inconnus. Donc sans créativité, notre espèce ne pourrait pas survivre. Donc la créativité, c'est quelque chose qui est d'abord tout simplement un instinct de survie. Alors qu'est-ce qui se passe précisément dans notre cerveau et qui fait qu'on est créatif? Alors un tout petit peu de scientifique ici. Alors, je voudrais peut-être préciser d'abord qu'on n'est pas des scientifiques, hein. On est des personnes qui s'intéressent beaucoup au cerveau et aux neurosciences, mais on vulgarise, donc vous pouvez poser des questions. J'en profite aussi pour vous dire que comme nous sommes très nombreux, nous essaierons de répondre à vos questions au fur et à mesure, mais qu'il y aura un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, le fonctionnement du cerveau. Donc, le cerveau, vous savez tous que c'est évidemment énormément de neurones, donc des milliards de neurones, encore plus de connexions. Et je voudrais très rapidement casser quelques mythes qu'on peut avoir sur notre cerveau. 3 mythes en particulier. Le premier mythe, c'est qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Donc, Lucie, là, ce fameux, cette personne extraordinaire dans le film qui est capable d'utiliser 100% de son cerveau. Donc là, en fait, ça c'est du mythe absolu. On utilise 100% de notre cerveau. Par contre, évidemment, consciemment, on n'est pas capable d'en mobiliser 100%. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses dans notre cerveau qu'on ne maîtrise pas du tout. En fait, on maîtrise très très peu de notre cerveau. Juste pour vous donner une idée, votre cerveau, il reçoit des millions d'informations. On parle souvent de 2 millions d'informations chaque seconde. Et consciemment, vous pouvez en traiter combien? 7 plus ou moins 2. Vous vous rendez compte quand même du décalage. Donc, par contre, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, vous l'utilisez très bien, vous en utilisez, vous en utilisez 100%. Deuxième mythe, on dit que le cerveau, c'est la matière grise, donc c'est fameux, c'est les neurones, quoi. Et en fait, les neurones, ils sont dans une matière blanche, qu'on appelle les cellules gliales de glu, parce qu'on se dit, c'est des trucs qui servent juste à coller. Et bien, en fait, non, on s'est rendu compte que ces fameuses cellules gliales, qui représentent en fait une grosse partie de la masse du cerveau, elles jouent un rôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord à ce niveau-là, et on n'explique pas encore très bien pourquoi, que vont se passer des messages vont passer et qui vont créer une activité neuronale ensuite. Donc, ça veut dire qu'il se passe des choses qu'on n'explique pas encore, mais qu'en tout cas, il y a une énorme partie de notre cerveau qui reste encore un grand espace inconnu. Et enfin, le dernier mythe, c'est la dégénérescence programmée. Alors, sachez, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce soir, vous pourrez vous coucher content. Votre cerveau n'est pas du tout en train de peu à peu, de perdre ses capacités avec l'âge de manière définitive et sans que vous puissiez rien faire. En fait, le cerveau, la neuroplasticité a montré récemment que le cerveau pouvait en permanence créer de nouvelles connexions et même, il y a des débats à l'heure actuelle qui diraient qu'on pourrait même créer de nouveaux neurones parce qu'on disait non, de toute façon, les neurones, à partir de 20 ans, ça va être diminué. Mais en fait, non. Il semblerait qu'il y a des nouveaux neurones qu'on peut continuer à créer et ce qui est certain, c'est que les connexions, on peut les augmenter. Donc en fait, on peut développer les capacités de son cerveau à tout âge. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Mais comme tout muscle, si on peut le développer à tout âge, évidemment, ça veut dire qu'il faut être capable de travailler dessus. Alors, un tout petit peu de focus sur ce qui se passe au niveau de la créativité. Donc, le fonctionnement créatif, c'est d'abord une nouvelle info, donc quelque chose d'inconnu, qui arrive dans le cerveau. Une nouvelle information qui peut arriver dans le cerveau et du coup qui va être d'abord traitée au niveau inconscient, donc on va la mettre dans une case connue. Et si on ne trouve pas de case connue, donc là en particulier quand on est face à un problème, etc., là il va y avoir tout d'un coup, pop, quelque chose qui va venir au niveau de la conscience. On va dire, tiens, là il y a un problème, il y a quelque chose, on n'arrive pas à la résoudre, il y a quelque chose de nouveau. Bon. Et là du coup, effectivement, il y a 2 processus. Soit on va se mettre en mode automatique, donc voilà, on est capable de résoudre ça de manière classique, entre guillemets, solution simple, etc. Soit on n'arrive pas à trouver de solution simple. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir une sorte de frustration qui va arriver. Vous allez ressentir que c'est très très important cette frustration. Et c'est ça qui va générer un déclic qui va faire qu'on va être capable cette fois-ci de changer de mode, de passer en mode adaptatif et de générer des nouvelles idées. Et c'est ça la créativité. Donc au niveau du cerveau, ça veut dire qu'on va faire un switch donc de système limbique, donc à niveau un peu inconscient, on va passer dans le néocortex, on va conscientiser, puis ensuite on va repartir donc dans le cortex préfrontal, puis on repart dans le néocortex, où là, il va avoir la possibilité de générer de nouvelles idées. Donc l'approche de Graham
parle de en fait 4 étapes qui se passent dans notre cerveau. Donc d'abord, il y a le côté quand on veut créer, donc on se prépare, donc on rassemble des informations. Ensuite, effectivement, ces informations, on va les mouliner. Ça peut être souvent de manière très inconsciente, donc par exemple quand on dort, etc. Puis tout d'un coup, pof, sans qu'on s'y attende, tac, la solution arrive. Parce que le moulinage s'est fait dans le fond de notre cerveau. Et ensuite, il y a quand même un autre process qui va être un processus de filtrage, donc qui va dire, bah, tiens, cette idée, ok, je vais vérifier, donc là, on va reconscientiser. Et c'est là que, voilà, c'est ça, c'est ce processus de créativité. Alors, la bonne nouvelle, comme on vous l'a dit. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, et donc en fait, c'est aussi donc réapprendre à être créatif et avoir confiance en sa capacité en fait de trouver des idées. Et puis donc 2 facteurs vraiment prépondérants, les facteurs physiologiques et les facteurs psychologiques. Alors pour les facteurs physiologiques, on peut dire que, excusez-nous, pour bien fonctionner, le cerveau a besoin donc d'être bien alimenté, de dormir, de faire du sport et puis également de calme. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, le cerveau c'est 2% de la masse corporelle, mais c'est 40% de la consommation d'énergie. Donc pour fabriquer en fait les bonnes hormones, c'est-à-dire la dopamine, les bons neurotransmetteurs, excusez-moi, il faut manger des bonnes choses. Alors on nous dit manger 5 fruits et légumes, c'est aussi les protéines, c'est les oméga 3, c'est notamment les huiles de poisson, les huiles de noix pour pouvoir fabriquer ces bons transmetteurs et être dans un état de bien-être. On sait que la créativité, en fait, est issue du bien-être. Il y a des études qui le prouvent, notamment Sonia Lubomirski, qui a en fait consolidé 225 études en une grosse méta-étude et qui a prouvé en fait qu'il y avait un lien direct entre le bien-être et l'innovation. Ensuite, le sommeil, vous savez tous qu'il est important d'avoir son compte de repos et de sommeil. Et puis également le calme, la possibilité de rêver, de vivre à son rythme, de ne pas aussi être complètement submergé par des informations. On parle d'infobésité. On sait que les managers aujourd'hui passent 40% de leur temps à gérer l'information, qu'on est dérangé à peu près toutes les 3 minutes. Le portable d'Hélène a sonné, ce qui en est la preuve, et que on tripote en fait notre téléphone environ 150 fois dans la journée. On sait également que la santé du cerveau dépend du sport. L'homme est fait pour marcher environ 15 km par jour. Il y a déjà des espaces de coworking qui permettent en fait de travailler tout en marchant sur un tapis roulant. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'oxygéner son cerveau, de boire également de l'eau. Vous savez que le cerveau est composé à 90% d'eau. Donc boire, s'hydrater et oxygéner son cerveau sont des facteurs vraiment très importants. La méditation également est très importante puisqu'elle vous permet en fait de vous relier à votre inconscient, et c'est souvent lorsqu'on est dans le silence qu'on arrive en fait à se connecter à notre intuition et ensuite à avoir des bonnes idées. Alors passons maintenant aux facteurs psychologiques. Donc l'idée en fait c'est toujours de travailler en fait sa curiosité et être dans un univers qui va pouvoir nous permettre d'être challengés. Alors nous avons aussi ces espaces de coworking où justement là on a la possibilité de rencontrer des personnes qui font des choses différentes, des cultures, de parler des langues différentes. En tout cas, il faut fuir la routine. Ensuite, l'idée c'est d'être créatif au moins. Hélène veut rajouter quelque chose. Et là je voulais rajouter, je voudrais que chacun vous disiez, à votre avis, combien de fois par jour vous êtes consciemment créatif. Donc combien de fois par jour est-ce que vous mobilisez votre créativité en disant tiens, là je vais faire ce petit truc un peu différemment, juste pour avoir une idée. Donc pendant que Hélène vous explique qu'il s'agit de ce petit acte de créativité. Donc le petit acte de créativité, 20 fois, magnifique. Ah, ouais, Régis 10, bravo aussi.
30, Marie-Paul. Ah, on n'a pas lancé de concours, mais là, effectivement, c'est impressionnant. Ah. Et ensuite, on va peut-être vous parler du détournement cognitif qu'on appelle en anglais le cognitive shifting, qui est un terme qui est issu en fait de la méditation et des thérapies, qui consiste, lorsque vous êtes submergé par une émotion, notamment quand vous êtes stressé, au lieu de se laisser en fait envahir complètement par cette émotion négative, de détourner son attention vers autre chose de plus positif et de plus constructif. Par exemple, quand vous êtes très stressé, vous avez le symptôme des mains moites, de la respiration qui s'accélère, etc. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur les symptômes physiques, ce qui va vous faire oublier finalement que vous êtes stressé. Et ça, en fait, cette technique de détournement, de shift cognitif, ça va vous permettre de rentrer dans le mode adaptatif que vous a expliqué Hélène tout à l'heure. Donc là, voilà, je vous expliquais juste dans les petits commentaires dans le chat, effectivement, avoir chaque jour un petit acte créatif, c'est une façon de muscler, entre guillemets, ce cerveau, ce potentiel créatif et le développer. Parce que quelque chose qu'on n'a pas osé vous dire, mais on va vous le dire quand même, c'est qu'il y a des études très célèbres qui ont été faites par George Wang avec des enfants et des adultes. Donc c'est un test de la NASA qui mesure le niveau de créativité, tout simplement en vous demandant de dire, en voyant un objet, à quoi ça pourrait servir. Et on compte le nombre d'idées que vous pouvez avoir. Ben, sachez que donc, sur une base de 100, les enfants de 3 ans ont un score de 98 et à 20 ans, le score est tombé à 3%. Donc vous imaginez, on passe de 98% à 3%. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde qui ne favorise pas notre créativité et qui nous, justement, peu à peu, nous brise, nous norme, nous dit ben non, ça sert à ça, point, c'est tout. Et justement, qui nous empêche du coup d'avoir ces élans créatifs qui sont naturels puisqu'on voit que les enfants en ont énormément. Donc c'est effectivement quelque chose à travailler. Alors, maintenant, on voudrait passer effectivement de manière un peu plus appliquée au monde professionnel. Donc là, c'était vraiment pour vous, pour l'individu, pour comment vous pouvez développer ce potentiel créatif. Et encore une fois, on est tous créatifs parce qu'on a tous un cerveau. Donc là, c'est vraiment important. Pour ceux qui disent « je ne suis pas créatif », c'est faux. C'est simplement que vous ne vous autorisez pas à être créatif ou que vous ne le développez pas parce que vous ne le pratiquez pas. Mais en pratiquant ça tous les jours, vous verrez que ce potentiel créatif peut exploser. Donc ensuite, maintenant, passons au niveau équipe. Alors au niveau équipe, pour rire un peu, pour rire ou pleurer, on voudrait d'abord commencer par comment est-ce qu'on tue la créativité. Donc vous montrez en fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir à avoir de la créativité dans son équipe. Donc comment tuer la créativité dans son équipe? On va vous demander tous de cliquer sur la petite vidéo. Alors nous, on va la lancer aussi. Bonjour Elena, donc vous allez nous expliquer comment vous faites pour démotiver tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous partager avec nous votre expertise. Alors pour ce qui est de créativité plus particulièrement, puisqu'on est là pour parler de ça, il y a plusieurs points très importants pour vraiment tuer dans l'œuf donc ce mot abject qui est la créativité. Parce que sa créativité, source de plaisir, source de remise en question, enfin, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 à abattre pour un anti-manager. Donc le premier aspect, évidemment, ça va être de créer un environnement parfaitement uniforme. L'idée est vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils sont parfaitement interchangeables, donc ce sont des copies, des clones finalement. Ça va être c'est la première grande recette pour détruire la créativité. Quelles sont les autres clés du management que vous mettez en œuvre pour supprimer en fait l'intelligence de chacun? Alors, tout d'abord, cette intelligence, il ne faut pas qu'elle ait l'occasion de s'exprimer, puisque, après tout, la seule intelligence qui compte, c'est celle de l'anti-manager. Donc, évidemment, la première chose à faire, ça va être d'abrutir de travail les personnes qui travaillent pour nous. Donc, dans l'équipe, il va falloir absolument que chacun ait une surcharge de travail permanente, donc un stress qu'on va évidemment entretenir en ayant toujours trop de projets qu'on va donner à chacun, évidemment en ne partageant jamais l'information, de manière à pouvoir continuellement avoir des personnes qui seront un peu en situation d'échec, qui vont du coup ressentir encore plus ce stress et leur mettre une pression croissante. Évidemment, les notions d'horaire, alors 35 heures, laissez-moi rire, pour nous, elles doivent être terminées le mercredi midi, et tout ce qui est pause, alors
une tactique qui marche très bien, hein, c'est la machine à café, mettez-la dans votre bureau. Vous vous assurerez donc l'absence en général de pause. Ça va vraiment être un facteur très important. Un autre facteur très important, évidemment, c'est de créer un climat de soumission absolue. Donc il va falloir infantiliser la totalité de l'équipe, en essayant de les recruter assez jeunes, plutôt flexibles, hein, c'est important, plutôt flexibles dans le sens qu'ils ne savent pas grand-chose. Donc bien de leur montrer que la seule source de connaissances et donc d'autorité, c'est vous, l'anti-manager. Donc là, il y a différentes pratiques, évidemment. On recommande des excès de colère, de mots violents, qui permettent assez rapidement d'asseoir une autorité, des punitions arbitraires si possible, qui vont vraiment permettre d'asseoir une autorité et une situation un peu qu'on pourrait appeler de terreur, hein, pour les bons anti-managers, qui vont faire en sorte que l'équipe, évidemment, n'osera jamais formuler des contradictions, avoir cet esprit d'essayer de chercher des manières de faire autrement, puisque la seule manière qui est bonne, c'est évidemment la vôtre. Donc on n'essaiera même pas de leur proposer d'autres solutions et de les laisser, en fait, avoir ces idées. Installer la terreur dans un conformisme ambiant, quelles sont les autres clés ? Je suis vraiment extrêmement passionné de découvrir toutes ces clés qui vont me donner le pouvoir, en fait. Bien sûr, bah, tout à fait. Il se trouve que l'être humain et son cerveau retors trouvent toujours des moyens quand même de générer des idées. Donc ce qu'il va falloir évidemment, c'est essayer de les tuer dans l'œuf. Donc plus en amont, ça va être d'avoir une attitude totalement dévalorisante et particulièrement critique. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre son équipe qu'elle n'est pas créative. Donc ça veut dire donc une petite technique très simple, de temps en temps leur demander des idées. Dès qu'une idée sort, immédiatement dire que cette idée est absolument nulle, que c'est lamentable, et si possible critiquer un peu son auteur le plus en public possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ce qui va être important également, donc c'est de critiquer d'une manière générale le travail de chaque collaborateur. Hein, donc, peu à peu, en fait, de saper, de sucer toute leur confiance en eux. Ça, c'est vraiment important qu'ils se vident de tout ego, de toute confiance, pour ne pas avoir, en fait, d'idées qui vont sortir de leur tête. Et la dernière technique, évidemment, parce qu'il peut quand même y avoir des idées qui sortent, c'est de générer une culture de la peur de l'échec. Donc, la moindre erreur, le moindre manquement doit être immédiatement réprimandé avec la plus grande violence. Donc ça va vraiment être important, qu'ils aient tellement peur de l'échec qu'ils n'osent jamais expérimenter et exprimer une idée. Si par miracle, parce que ça arrive, quelqu'un ose exprimer finalement une idée, là il y a deux solutions. Donc dans tous les cas, lui dire que l'idée est mauvaise et le remettre à sa place immédiatement. Si l'idée est vraiment mauvaise, donc régulièrement tourner en ridicule la personne publiquement. Et si l'idée est bonne, donc évidemment après l'avoir réprimandé pour cette idée absolument lamentable, revenir quelques semaines plus tard en ayant cette idée, en disant évidemment que c'est vous qui l'avez eue. Ça a un effet qui rajoute de l'écœurement à la rage intérieure qu'ils ressentent déjà. Donc voilà, là a priori ils sauront à quoi s'en tenir.